Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Dans la vallée de la Sambre, à la frontière belge, entre la fin des années 80 et 2018, un mystérieux violeur en série a fait des dizaines de victimes. Pendant des décennies, les enquêteurs sont restés impuissants malgré les témoignages, un portrait robot précis et l'ADN de l'agresseur. Si l'enquête a été si longue, si difficile, c'est sans doute parce que les policiers, sans le savoir, étaient à la recherche de Monsieur Tout-le-Monde. Récit de Timothée Boutry du service police-justice du Parisien. Timothée Boutry, cette affaire commence près de Maubeuge en 1988. Oui, on va se rendre compte qu'il y a une série de viols et d'agressions sexuelles ou de tentatives qui ont lieu autour de Maubeuge et dans la vallée de la Sambre, dans le département du Nord. Il y a un cas, puis un autre, et voilà, ça commence à inquiéter un petit peu les enquêteurs. Les enquêteurs remarquent que les faits se déroulent toujours dans un même secteur. Oui, en fait, ça suit la vallée de la Sambre, une rivière qui est transfrontalière, qui traverse le Nord et la Belgique, et qu'il y a plusieurs villes qui sont le théâtre d'agressions sexuelles et de viols. À quoi ressemble l'endroit ? C'est pas la région la plus favorisée du Nord, c'est une région industrielle historiquement et qui a quand même souffert dans les années 60-70 de la désindustrialisation. C'est un territoire un petit peu en difficulté, mais avec des villes attachantes, Maubeuge, qui ont quand même pas mal souffert de ce passé. Il y a des viols donc dans la vallée de la Sambre, il y en a aussi en Belgique. Oui, il y a aussi des cas en Belgique relativement similaires. Là, on a l'impression d'un agresseur qui ne connaît pas de frontières, mais historiquement, la frontière, elle n'existe pas beaucoup parce que tout le monde a l'habitude de la traverser et il n'y a pas vraiment d'obstacle. Ces viols suivent toujours le même mode opératoire. Oui, exactement. Et très vite, les enquêteurs vont se rendre compte que l'auteur agit au petit matin, vraiment autour de 6h du matin, 6-7 heures, et essentiellement pendant l'hiver, d'octobre à février. Les actes se commettent toujours de la même manière, c'est-à-dire que l'auteur agit à visage découvert, mais de dos. Il attrape ses victimes par l'arrière, il les étrangle, soit avec le bras, soit avec une cordelette parfois il les violente. Ça s'accompagne soit d'agressions sexuelles, donc d'attouchements, soit dans plusieurs cas aussi de viols caractérisés. Mais c'est effectivement toujours la même manière, toujours à la même heure et toujours à la même période de l'année. J'allais travailler comme d'habitude et puis je suis rentrée dans la salle, il m'a sauté dans le dos, il m'a coupé la respiration, puis il m'a mis le couteau sur la gorge, il m'a dit si tu parles je te tue. Il m'a attaché les mains par derrière, les pieds, puis je voulais voir son visage, il se mettait toujours en retrait, je ne veux pas voir son visage. Il me disait tu vas fermer ta gueule, tout ça, il me tapait bien sûr, il m'a étranglé carrément là quand j'étais sur le dos. Que fait l'auteur juste après ces agressions sexuelles ou ces viols ? Après avoir commis ces méfaits, attouchements ou viols, il arrive que l'auteur demande à ses victimes de fermer les yeux et de leur demander de compter jusqu'à 30, 40 ou 50, ça dépend. Et voilà, et quand elles réouvrent les yeux, leur agresseur a disparu. Les enquêteurs ont la conviction qu'ils travaillent sur un seul et même agresseur, ils vont même lui donner un surnom. Ça va être le violeur de la Sambre. En fait, voilà, c'est le nom qu'on lui donne puisqu'il agit toujours dans la vallée de la Sambre. Et les enquêteurs belges aussi lui donnent un surnom. Oui, en Belgique, on l'appelle le violeur à la cordelette, puisque pour étrangler ses victimes, il utilise soit son bras, soit un lien. Est-ce que les victimes ont toutes le même profil ? Non, c'est ce qui va dérouter aussi les enquêteurs. On a des mineurs, la plus jeune de ces victimes a 13 ans, et des femmes plus âgées, 40, 50 ans. Donc il n'y a vraiment pas de profil type, si ce n'est que c'est que des femmes. On est au milieu des années 90, les viols et agressions sexuelles continuent et de l'ADN va être prélevé sur plusieurs victimes. Oui, les enquêteurs vont disposer assez vite d'une trace ADN, c'est-à-dire qu'il y a une enquête qui est officiellement ouverte par la justice en 1996 et que des prélèvements sont effectués sur les cas qui vont être recensés à ce moment-là. Sur 5 agressions différentes, c'est le même ADN, donc on sait que c'est le même auteur. Concrètement, comment on trouve de l'ADN ? Sur plusieurs scènes de crime, les enquêteurs vont retrouver des traces de sperme et qu'ils vont recueillir et analyser.
Une information judiciaire est donc ouverte pour réunir tous ces dossiers. Effectivement, il y a une enquête qui est ouverte par le parquet d'Avesnes-sur-Helpe en 1996 et à ce moment-là, ne sont pris en compte que les faits à partir de 1996 en fait. Et là, il y en a plusieurs, 96, 87, 98 et la juge d'instruction, c'est la même qui est saisie d'agression sexuelle et qui se dit tiens, je pense que c'est la même chose donc je le joins à mon enquête. Et parfois, l'ADN confirme, donc là c'est évident qu'on a le même auteur, parfois non, mais la juge se dit le mode opératoire est quand même extrêmement similaire, donc moi je considère que ça va être joint à mon enquête. Donc c'est pour ça que petit à petit, il y a plusieurs cas qui s'agrègent et que l'enquête s'épaissit et le nombre de cas est étoffé. Quel policier travaille donc sur ce violeur en série? C'est la PJ de Lille qui est saisie de ce dossier. Historiquement, c'est un dossier qui a beaucoup marqué les enquêteurs et qui s'est succédé d'enquêteur en enquêteur. C'est vraiment le service pilote de toute cette enquête. Après l'ouverture de cette enquête en 1996, un premier portrait robot est diffusé. Assez rapidement, il y a un portrait robot puisqu'il agit certes par derrière, mais à visage découvert. Donc parfois, les victimes l'aperçoivent. Et c'est un homme qui a, à l'époque, 35 ans environ, dégarni, le visage ovale, pas de moustache, pas d'accent particulier, le nez un peu épaté. Et les différents portraits robots qui se sont réalisés, parce qu'il y en a 4 en tout, sont assez similaires. Donc là encore, ça corrobore l'idée d'un auteur unique en fait. Et les enquêteurs cherchent une voiture bien précise. Oui, parce qu'une des victimes décrit la présence sans doute une Renault 21 ou Renault 25 de couleur claire. Il va y avoir un énorme travail d'enquête des policiers pour essayer d'identifier ce véhicule. On va essayer de recenser tous les détenteurs de Renault 21 dans le département, les passer au crible, voir si ça correspond à des gens qui sont connus pour des agressions sexuelles. Donc il y a vraiment un gros travail d'enquête sur cette voiture, mais qui va rien donner finalement. On arrive au début des années 2000, les viols continuent. La série est assez aléatoire, mais il n'y a jamais des interruptions très longues. Donc en fait, 2002, il y a des cas par exemple. Enfin voilà, l'auteur continue à sévir dans la région. Toujours ce même mode opératoire. Oui, toujours des femmes, toujours de dos, toujours l'hiver, toujours au petit matin. Mais en 2003, l'enquête s'arrête. Oui, en 2003, faute d'identifier un suspect, l'enquête se clôture par un non-lieu. Voilà, en gros, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu les cas, ça c'est sûr, mais la justice, les enquêteurs n'ont pas réussi à identifier leur auteur, donc de guerre lasse, la justice clôture l'enquête. En février 2006, les policiers belges contactent leurs homologues français. Pourquoi ? Parce que les Belges, eux aussi, se rendent compte qu'ils ont une série d'agressions à la frontière. Là encore, ils constatent que le mode opératoire est souvent le même, le matin, tôt, par derrière. Et donc, ils vont alerter leurs homologues français qui se disent, là, effectivement, on a sans doute affaire au même auteur. Et donc, immédiatement, l'enquête est rouverte. Donc, 2006, nouvelle ouverture de la même information judiciaire. Donc, il n'y aura pas de problème de prescription puisque l'enquête, finalement, a quasiment toujours vécu, hormis cette interruption de 3 ans. Et que se passe-t-il dans les années qui suivent ? Malheureusement, pas grand-chose, finalement, parce qu'il y aura toujours des enquêtes qui sont faites, des services centraux de la police qui sont saisis pour essayer de voir s'il y a une ligne forte qui se dessine sur cette série d'agressions sexuelles. Et effectivement, mais ça leur permet pas d'aboutir à trouver l'auteur, même si ils vont faire des recherches ciblées, par exemple, comme les faits ont toujours lieu au petit matin, ils vont se dire peut-être que c'est quelqu'un qui travaille de nuit et qui agit à la sortie du travail. Donc il y a des recherches, des réquisitions qui sont faites auprès des entreprises de la région pour avoir des listings du personnel de nuit, par exemple. Ça, c'est des choses qui vont être faites pendant cette enquête. Et après 2012, on n'entend plus parler des agissements du violeur de la Sambre. Oui, il n'y a plus de cas qui sont recensés après 2012. Effectivement, la série semble s'arrêter. Pas de nouvelles agressions sexuelles ou de viols commis selon ce mode opératoire, évidemment. En février 2018, tout bascule. Grâce une nouvelle fois à la Belgique. Parce que début février 2018, une nouvelle agression sexuelle, un viol même, est commis à Erquelines, à la frontière belge. Et il va y avoir un signalement qui va être fait aux policiers français assez vite. Là encore, cette idée de mode opératoire similaire. Et les enquêteurs belges ont là un élément qui va s'avérer déterminant, c'est une voiture. Quelle voiture ? Alors c'est une voiture immatriculée en France où il apparaît une plaque minéralogique. Pas en entier, mais c'est suffisant pour que, grâce à cet élément, les policiers français puissent remonter jusqu'au propriétaire de cette voiture.
Comment les enquêteurs belges sont arrivés à cette voiture? Grâce à de la vidéosurveillance, en fait, ils se rendent compte que l'agression a eu lieu près de la gare d'Erqueline et qu'il y a une voiture immatriculée en France qui pourrait bien être celle de l'auteur de l'agression, et ils arrivent à identifier grâce aux caméras un morceau de plaque minéralogique. Ils transmettent l'information à leurs homologues français. Les Français, grâce à ce morceau de plaque, vont réussir à identifier la plaque en entier et à remonter jusqu'à propriétaire de la voiture. Que font les policiers français? Alors ils vont chercher, ils vont trouver cette voiture, ils vont la trouver garée devant une maison à Pont-sur-Sambre, et ils vont mettre en place un dispositif de surveillance et ils vont se rendre compte que la personne qui va monter à bord est un homme qui ressemble étrangement au portrait robot qui avait été dressé à la fin des années 90. C'est-à-dire un homme au crâne dégarni, au visage ovale, sans moustache, au nez un petit peu épaté. Pour les enquêteurs, ils se disent c'est quand même pas mal parce que on est dans la tranche d'âge qui correspond à peu près, et on est sur vraiment un profil qui ressemble énormément à ce qu'on a pu nous décrire. Et là, que font les policiers? Ils le laissent prendre sa voiture, rouler un petit peu, et très vite ils vont l'interpeller. L'interpellation se passe de manière extrêmement calme, il n'y a pas de rébellion. Il accepte de monter dans la voiture des enquêteurs et il est emmené à Lille, au siège de la PJ, où il est placé immédiatement en garde à vue. Sa voiture est fouillée. Oui, dans sa voiture, les enquêteurs retrouvent un couteau et une corde, des outils dont se servait l'agresseur pour contraindre ses victimes. Nous sommes le 26 février 2018. Cet homme est donc conduit dans les locaux de la police judiciaire de Lille et il est placé en garde à vue et entendu par les policiers. Oui, initialement, il donne son identité. Je m'appelle Dino Scala, je suis père de famille, je suis mécanicien, je travaille pour l'usine Gemont Électrique, mais je vous en dirai pas plus. Il souhaite pas s'expliquer. Qui est cet homme, Dino Scala ? C'est un homme qui est donc installé dans la région depuis toujours, qui habite à Pont-sur-Sambre, donc dans la vallée de la Sambre, qui travaille comme mécanicien, électromécanicien pour plusieurs entreprises sous-traitantes, mais au sein de l'usine Gemont Électrique. Donc Gemont, c'est une ville qui se situe toujours sur la vallée de la Sambre, mais plus près de la frontière belge. C'est un homme qui est bien connu dans la région, puisque c'est un bénévole passionné de sport, de cyclisme et de football. Il a été président d'un club de foot, dirigeant, entraîneur. Vraiment, c'est un homme très sociable. Quel portrait ses proches dressent de lui ? Celui d'un homme jovial, sympathique, très généreux, toujours disponible, prêt à aider. Ses collègues le décrivent comme un bon collègue, un bon travailleur, comme un bon bénévole par ailleurs dans le monde du sport. Sa femme décrit comme un bon mari qui s'occupe bien de la maison et s'occupe bien des enfants. Et ses enfants le décrivent comme un bon père, notamment une de ses filles qui dit « ça n'est jamais pris à nous, je comprends absolument pas les soupçons qui pèsent sur lui à ce moment-là ». Donc vraiment Monsieur Tout-le-Monde. Monsieur Tout-le-Monde, mais Monsieur Tout-le-Monde sympa. Au cours de la même garde à vue, nous sommes toujours le 26 février 2018, à Lille, à la police judiciaire. 1 heure plus tard, il se dit prêt à parler. Oui, en fait, très vite, Dino Scala se ravise et dit aux policiers que il est prêt à répondre à leurs questions. Très vite, il va dire je suis l'homme que vous recherchez, j'ai commis énormément d'agressions sexuelles. C'est moi, je savais que j'avais un problème et finalement, je suis content d'être arrêté. Il dit plusieurs fois je suis passé devant l'hôpital psychiatrique de Maubeuge, je me suis dit qu'il fallait que je rentre parce que ça n'allait pas, je l'ai pas fait, et là, ça y est, maintenant, je comprends pas comment j'ai pu faire ça, mais c'est moi et je veux chercher à comprendre et je veux savoir. Comment est-ce qu'il explique ces agressions et ces viols ? Il parle de pulsion. Il dit que ça le prenait et puis il fallait qu'il passe à l'acte, qu'il pouvait y avoir des moments où il avait pas du tout de pulsion et donc il y a des mois qui se passent sans que il y ait des agressions qui soient commises, et il s'explique aussi très vite sur le moment où il passe à l'acte, parce qu'effectivement les enquêteurs avaient constaté qu'il agressait toujours au petit matin. Il dit oui, c'est parce que je partais au travail très tôt, et l'hiver oui parce que il faisait nuit au moment où il passait à l'acte. Plus tard, dans une autre garde à vue, il expliquera un peu plus ses actes. Et là, il va décrire un Dino Scala un peu plus inquiétant, puisque dans sa première garde à vue, il parle de pulsion. Il dit ça me prenait comme ça, et je passais à l'acte. Et là, il va dire non, en fait, c'est vrai, il m'arrivait de faire des repérages, parce qu'à chaque fois, il a cassé ses victimes dans des lieux isolés, une entreprise fermée, une cour, un chemin, pour pas être surpris. Et là, il dit je faisais des repérages. Il dit je suis aussi voyeuriste. Ça m'arrive parfois de regarder derrière les fenêtres. Une fois, j'ai pris une chaise et je me suis assis dans une courée. J'ai observé une femme dans sa maison pendant plusieurs minutes. Donc, et lui-même se décrit comme un prédateur. Il dit je repérais, j'attendais ma proie, prêt à chasser. Comment réagissent ses proches après son arrestation et surtout après ses aveux ?
ses proches sont stupéfaits, effondrés, ébahis, dans l'incompréhension absolue. Et je crois que c'est sa femme ou sa fille qui dit « mais s'il n'avait pas avoué, on ne le croirait pas ». Mais tout le monde dit ça, il dit « c'est pas possible, pas lui, pas cet homme aussi sympathique, joyeux, toujours prêt à rendre service, c'est pas possible, ça peut pas être lui ». À ce moment-là, on apprend que des années plus tôt, l'un de ses amis avait cru le reconnaître en voyant un portrait robot. En fait, c'est un de ses amis qui lui dit « Ah, mais j'ai vu le portrait robot du Violeur de la Sambre, mais c'est toi, Dino !» Et il lui dit « Ah, arrête tes conneries !» Mais en fait, il dit « Voilà, ça l'a un peu glacé sur le moment. » Il dit « Quand même, ça m'a posé question, ça m'a travaillé, et puis finalement, il était passé à autre chose. » Parce qu'en fait, c'est ça aussi qui le caractérise, c'est que il a commis autant d'agressions et qu'il a pu finalement vivre avec de manière extrêmement normale, comme l'homme normal qu'il apparaissait. Les enquêteurs vont creuser le parcours et l'histoire de Dino Scala, et il a eu une première vie. Oui, en fait, il a grandi dans une famille un peu compliquée de la région, et on va se rendre compte que son père était pas un homme forcément extrêmement respectable, puisqu'il y avait un secret de famille, un peu tabou, qui va vraiment émerger l'affaire de l'enquête, c'est qu'il avait commis des agressions sexuelles sur une de ses filles, en fait. Et alors cette fille dit qu'elle en a parlé à ses frères, qui disent que non, enfin, on sent que ça a été tabou, mais que voilà, il a grandi dans un foyer avec un père incestueux. Et il s'était marié une première fois, et dans cette première famille, il est soupçonné d'agression sexuelle. Oui, en fait, il a eu un premier mariage qui a donné naissance à 2 enfants, mais qui s'est conclu par un divorce assez houleux, compliqué. Enfin, mais là, à la faveur de son arrestation, ses anciennes belles-sœurs, qui étaient mineures à l'époque, on parle du milieu des années 80, vont le soupçonner d'agression sexuelle. Il y en a une qui dit que plusieurs fois, elle a l'impression d'avoir été droguée quand elle allait chez lui, il lui faisait manger des yaourts, et qu'une fois, elle s'est réveillée à moitié nue de son lit, donc elle dit c'est bizarre, j'ai l'impression que. Et une autre de ses belles-sœurs qui une nuit va avoir le sentiment que quelqu'un s'introduit dans son lit pour s'allonger à côté d'elle, et qu'elle va se réveiller et que la personne va prendre la fuite, et que juste devant la maison on va retrouver les baskets de Dino Scala. Voilà, donc en fait dès le lendemain il y a sa famille qui va voir Dino Scala en disant mais qu'est-ce qui se passe, c'était toi, et il va nier formellement être la personne qui s'est introduite dans son lit. Beaucoup plus tard il va finalement reconnaître que c'était bien lui. Cette année, en 2019, en octobre, il a été entendu une nouvelle fois par la juge d'instruction, et là, l'affaire va prendre une autre ampleur. La justice va réexaminer tous les cas d'agression sexuelle et de viol qui ont été commis dans la région. Pendant 1 an, la juge va ressortir le dossier, réentendre les victimes, se rendre compte pour savoir si c'est toujours le même mode opératoire, est-ce que c'est lui ou pas, est-ce que c'est potentiellement Dino Scala qui est l'auteur. Et finalement, il va être réentendu une journée entière. C'est une audition extrêmement longue, toute la journée du 10 octobre par la juge d'instruction de Valenciennes. Et là, il va être mis en examen pour 39 faits supplémentaires. Donc on arrive sur une série de 56 victimes entre 1988 et 2018. Sur 30 ans, 56 victimes. C'est absolument considérable. Et encore, lui-même le dit à la juge. Il dit, ça aurait pu être beaucoup plus nombreux. Toutes les fois où je pensais passer à l'acte et finalement je ne l'ai pas fait parce qu'il y a un événement extérieur qui fait qu'il n'a pas agi, quoi. Dino Scala a été expertisé par des psychiatres. Il est schizophrène ? Pas du tout. Il ne souffre d'aucune pathologie psychiatrique. Là, vraiment, les 2 experts psychiatres qui l'ont examiné sont absolument formels. Vraiment, aucune maladie, donc il est totalement responsable de ses actes. C'est vraiment Monsieur Tout-le-Monde. C'est un Monsieur Tout-le-Monde avec une double personnalité. Un enquêteur de la PJ de Lille en garde à vue lui dit mais est-ce qu'il n'y a pas 2 Dino Scala? Et lui il dit bah oui, c'est vrai, il y a Dino 1 et Dino 2. Et Dino 1 ferait jamais ce que fait Dino 2. Donc lui-même il a conscience de ça, puisqu'il le dit, il dit je savais ce que je faisais, c'était pas bien, mais je pouvais pas m'empêcher, je n'y arrivais pas, mais j'ai quand même réussi à vivre avec ça. Donc vraiment il y a le Dino 1 sympa, serviable, bon père, et le Dino 2, l'agresseur sexuel en série. Merci à Timothée Boutry. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Production Clara Garnier-Amouroux. Réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à en parler à vos proches ou sur les réseaux sociaux. Nous sommes disponibles chaque soir à 18h sur leparisien.fr, toutes les applis de podcast, mais aussi Deezer et Spotify. Vous pouvez nous écrire codesource@leparisien.fr.